Bonjour et bienvenue dans le garage. Dans la vidéo précédente, j'ai préparé le bois pour fabriquer un plateau de bureau. Et pour l'instant, mon plateau, il ressemble à ça. Alors, il n'est pas encore fini, bien entendu, mais on se rapproche de la vérité. Oui, c'est ça, on se rapproche de la vérité et on va finir le travail aujourd'hui. Le bois est sélectionné, il est dégauchi et raboté sur deux faces, donc à la bonne épaisseur, mais pas encore équarri. On va commencer par ça, puis on va assembler le bois, terminer le bois et s'occuper de la finition. Je vous montre ça en détail, c'est parti. Tous les bouts de bois ici, ils sont un petit peu trop larges. C'est fait exprès, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Maintenant, je vais rectifier les côtés parce que là, vous voyez, ils ont été sciés. Et si je resserre ici, je vais zoomer par là et vous allez voir que les joints ne sont pas parfaits, loin de là. Donc, vous voyez, ici, il y a des écarts. C'est tout à fait normal, pas d'inquiétude. Le but du jeu maintenant, ça va être de retourner sur la dégauchisseuse pour pouvoir rectifier les faces de chaque côté des planches et pour pouvoir avoir une jointure ici qui soit parfaite. Allez, c'est parti. Bon, ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre un petit coup de crayon sur tout le bois, partout, sur le flanc, bien sûr. Donc ça va permettre de voir si on a bien passé la dégauchisseuse partout. C'est pas indispensable, mais c'est quand même bien pratique. Comment je vais faire ça? Eh bien, tout simplement, j'ai monté une équerre sur ma table de dégo. Et en fait, je ne vais pas m'appuyer sur cette face-là, mais sur cette face-ci pour pouvoir raboter ici. Donc en fait, je vais mettre mon bois en appui comme ça. Et une fois que j'aurai dégauchi la face qui se trouve là-dessous, elle sera parfaitement perpendiculaire à celle-ci. En théorie, parce que ça, c'est une vieille madame. Et avant de faire ça, il faut donc systématiquement vérifier l'équerrage. Et il faut aussi le vérifier de temps en temps pendant le dégauchissage. En termes de sécurité, bien entendu, on laisse le capot en place. Ce capot, il a la capacité de pouvoir être décalé comme ceci. Donc en général, ce qu'il faut faire, c'est le plaquer comme ça, le mettre en place en contact. Alors normalement, il faut le mettre en contact parce que le bout, en exagérant, il est incurvé comme ça. Et ça permet de plaquer le bois ici. Mais je préfère que le bois ne soit pas bloqué entre ici et là. Je laisse quelques millimètres d'écart, pas assez pour pouvoir y mettre les doigts. Donc je suis quand même en sécurité. Et donc par contre, il va falloir que je vérifie que mon bois est toujours bien plaqué contre l'équerre pour pouvoir faire un dégauchissage convenable. Bon, j'ai maintenant un bois qui est à la fois à la bonne épaisseur et qui a une face, pas les deux, une seule face qui est parfaitement perpendiculaire à ces deux-là. Il reste encore la face opposée à traiter. Et bien ça, on va le faire à la raboteuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à la raboteuse, la face qui se trouve là-dessous, elle va être en contact avec cette table. Et donc cette table, pour rappel, elle est exactement parallèle au rouleau qui se trouve par là. Donc quand je vais raboter cette face-là, elle sera exactement parallèle à celle-là. Ça, c'est évidemment le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que comme je vais passer mes bois avec le même réglage, et bien tous mes bois auront la même largeur. C'est exactement le même principe qu'on a utilisé tout à l'heure pour avoir la même épaisseur pour toutes les pièces. Et l'intérêt d'avoir mis un coup de crayon sur les faces avant de les raboter, c'est que je sais que celle-ci, elle est complètement rectifiée puisqu'il n'y a plus de crayon dessus. Et donc la face à raboter sur cette pièce-là, c'est celle-ci. Alors évidemment, on le sent au doigt, mais c'est quand même plus simple de ne pas se tromper comme ça.
Voilà, maintenant que tous les flancs sont parfaitement plans, les jointures sont parfaites partout. J'ai mis un serre-joint quand même parce que ce hêtre, je le connais, il se tord de rire dès qu'on laisse 5 minutes. Je l'ai raboté hier, il était parfaitement droit et aujourd'hui, il y a quelques petites courbures qui se forment sur le hêtre, pas sur le merisier. C'est normal, c'est des tensions qui se libèrent, il n'y a rien d'anormal à ça. Ça se rattrape au collage avec un serre-joint et ensuite on n'en parlera plus. Voilà, les jointures maintenant, ça ressemble plutôt à ça. J'ai choisi aussi dans quel sens je voulais mettre mes planches. Et vous voyez, la ligne là, elle permet de déterminer l'extrémité du bureau et donc l'alignement des planches. Chaque extrémité de planche a des défauts, il y a du talonnage. Alors le talonnage, c'est un phénomène qu'on peut rencontrer quand on rabote le bois. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo dédiée au rabotage et au dégauchissage parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à dire et que j'en ai pas encore vraiment parlé. Donc ça m'a permis de positionner mes bois. Je vais maintenant mettre un repère traditionnel en menuiserie et ensuite on va passer à l'assemblage. Le repère que j'ai mis en extrémité ici, il va me servir à aligner les planches sur cet axe, mais c'est tout. Ce repère, il ne va pas me servir à savoir dans quel ordre je dois mettre mes planches, ni dans quel sens. Pour ça, j'utilise un repère qu'on fait traditionnellement en menuiserie. C'est ce symbole-là. Une espèce de symbole qui part en pointe comme ça et qui fait une ellipse. Ça, c'est très pratique parce que la pointe, vous savez que c'est la pièce du bout. Les extrémités de l'ellipse aussi, et il n'est pas possible d'intervertir les planches, sans ça vous n'arrivez pas à reproduire le V qui se trouve au milieu. Donc avec ce simple symbole, vous avez déterminé dans quel sens vous mettez vos planches et dans quel ordre. Pour assembler le plateau, on pourrait le faire avec un simple collage parce qu'il est suffisamment épais pour que le collage à plat joint soit suffisant. La difficulté de cette technique, c'est qu'il faut que les planches soient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres, sinon il va falloir encore dégauchir. Et d'une part, on va perdre de la matière, et d'autre part, le plateau, il passe pas dans la raboteuse. Donc c'est plutôt compliqué. La solution que j'utilise d'habitude, c'est la lamelleuse, c'est-à-dire que j'utilise la machine pour enfiler des petits biscuits en bois dans les flancs du bois, comme ça, pour pouvoir positionner le bois sur la hauteur. Ça n'apporte rien à la solidité de l'assemblage, par contre, ça aide fortement à positionner les pièces. C'est très facile de travailler comme ça. Mais aujourd'hui, je vais changer mes habitudes, parce que je me suis payé un nouveau joujou. Je me suis fait plaisir et je me suis dégoté la Festool Domino DF500 qui est bien connue et que tout le monde a envie d'avoir. Moi, ça y est, je l'ai acheté. Voilà. Je l'ai acheté chez Outils des Pros, bien entendu. Et cette machine, elle a à peu près le même rôle que la lamelleuse, sauf que ça n'a rien à voir parce que là, on ne va pas mettre des biscuits, on va mettre des faux tenons. C'est-à-dire que la machine va faire une mortaise de chaque côté des pièces et on va enfiler dedans des dominos, donc c'est comme des biscuits, mais beaucoup plus costauds. On va pouvoir respecter la règle des tenons mortaises, c'est-à-dire que dans un bois qui fait 23 mm comme celui-là, on va dire 24 parce que ça m'arrange, on divise l'épaisseur par 3, ça nous fait 8 mm, et donc on va avoir 8 mm de matière, 8 mm de mortaise, 8 mm de matière, et on va donc mettre des dominos de 8 de hauteur. L'intérêt de cette machine par rapport à une lamelleuse, c'est que la lamelleuse, elle est limitée à des biscuits de 4 mm, plus ou moins profonds, et c'est tout. Avec cette machine, on peut mettre des dominos de 4 à 10 mm d'épaisseur. Bon, par contre, je ne vais pas vous en parler plus que ça aujourd'hui, parce que je la découvre avec vous, c'est la première fois que je vais m'en servir. Je vous en ferai une vidéo quand j'en aurai la maîtrise, pas avant. Alors d'abord, il faut que je détermine où je vais mettre mes dominos. Je vais les mettre par là. Donc, ici, ici. Ici, il faut que je me méfie, parce que les morceaux ne sont pas bien larges, et les dominos sont quand même assez longs. Mais ils sont moins larges quand même que mes planches. Donc je peux les placer face à face comme ça. Je vais quand même pas le faire et les décaler un petit peu par précaution. Donc ici j'en mets pas, mais ici j'en mets un. Et celui d'ici, je vais le mettre là.
Bon, j'ai préparé mon collage. Alors de ce côté-là, j'ai préparé mon bois. Donc tous les bois qui ont la même épaisseur, je les ai rassemblés avec un serre-joint. Ici et là. Pourquoi? Pour pouvoir minimiser le temps de collage. En fait, je vais en coller tous les flancs du bois d'un coup et ensuite je vais faire l'assemblage. Pourquoi je fais ça? Parce que ma colle, elle a un temps ouvert assez court. Un temps ouvert, c'est quoi? C'est le temps pendant lequel la colle est exposée à l'air avant qu'on presse. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de temps et je vais pas en perdre du coup. De ce côté-ci, j'ai préparé mes serre-joints. Alors les seuls serre-joints que j'ai pour pouvoir assembler un plateau aussi grand, c'est ceux-là. J'en ai que 2. Du coup, je vais aussi utiliser la presse de l'établi. Je vais mettre en presse le plateau dans ce sens-là, à travers ces greppes, tout simplement en utilisant la presse ici comme un serre-joint supplémentaire. Donc pour ça, évidemment, il va falloir que je protège l'établi. C'est pour ça que j'ai cette chute de papier peint. Alors le papier peint, je vous le conseille, pour une raison que j'ignore, ça colle pas trop dessus, la colle à bois. Pourtant, c'est bourré de cellulose, ces machins-là. Voilà, donc je protège mon établi et je commence mon encollage. Voilà, je vais encoller ce côté-là. Voilà, faut mettre de la colle partout, mais pas trop en mettre. Sans ça, elle va dégueuler et ça sert à rien. Ah merde, j'ai pas été malin. C'est pas la bonne. Ah, c'est ça d'abord. Ouais, c'est ça. Ah, c'est toujours pareil. Bon, j'ai transpiré, j'ai de la colle plein les doigts, mais au moins c'est fait. La suite après le séchage. Ça y est, c'est sec, on va pouvoir décoffrer. Alors le collage s'est pas exactement passé comme prévu, je vous en parlerai tout à l'heure pendant le bilan. Donc, parmi les erreurs que j'ai faites pendant le collage, c'est que j'ai encollé le flanc ici. Donc forcément, c'était pas à faire, on va rectifier ça. Une autre chose dont je vais parler aussi au bilan, c'est la domino, parce que vous voyez ici, il y a des écarts. Alors là, on est à l'endroit le plus flagrant. Il y a quand même 1,5 mm et je me demande bien pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, ça aussi, on va le rattraper. Maintenant, on va plus déligner, on va tronçonner. Donc, je rechange de lame. Voilà, donc cette nouvelle lame, elle a plus de dents que l'ancienne. Celle-ci est faite pour déligner, c'est-à-dire pour couper le bois dans le sens des fibres, alors que celle-ci, elle est faite plutôt pour couper dans le sens perpendiculaire aux fibres. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant.
J'ai transformé ma combinée encore une fois, cette fois-ci en panoteuse, c'est-à-dire en scie, mais avec un grand plateau de ce côté-là pour pouvoir placer un plateau justement sans danger pour pouvoir le couper. Alors ça peut être une planche de placo ou ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça sera le plateau du bureau. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur cette règle ici pour pouvoir faire une coupe à 90 degrés ici. Malheureusement, la machine n'est pas très récente et donc pas très précise. Et j'ai pas absolument confiance au réglage à 90 degrés ici. Donc, j'ai tracé ici une coupe au-delà de la cote pour pouvoir faire une coupe de vérification, m'assurer de l'angle. Et s'il est bon, je couperai ensuite à la cote. C'est nickel. Allez, on est bon. Ah, ça fait plaisir. Maintenant, je vais rectifier le flanc où j'avais mis la colle. C'est dans ces moments-là que je me rends compte que la servante de l'atelier que je n'ai pas encore fabriquée va m'être bien utile. Parce que là, j'ai mis mon plateau, il tient que d'un côté. De l'autre côté, il n'est pas maintenu, donc j'ai mis des cales par terre pour pouvoir le mettre à niveau. Et je vais pouvoir raboter un tout petit peu ce flanc ici pour pouvoir enlever la colle qui est là et qui ne sert à rien. Je vais d'abord enlever les bouts de bois qui sont restés collés. Impec. Voilà, là je suis sûr qu'il n'y a plus de colle. Bon, la prochaine étape, ça va être de rattraper les irrégularités causées par la DF500 et le ponçage. Donc je vais commencer par le dessous, comme ça je vais faire des essais. Je vais commencer par enlever la colle en la grattant avec un gratteur à peinture. Mais avant ça, je vais fixer le panneau sur l'établi pour pouvoir le poncer ensuite. Donc je sors les taquets de l'établi, mais moins haut que le plateau. Comme ça, la ponceuse elle va pouvoir passer sans l'abîmer. De chaque côté, je plaque le panneau dessus. Et j'ai plus qu'à refermer la presse sans serrer. Ça sert à rien. Il faut juste maintenir le plateau pour qu'il s'en aille pas. Donc la colle est sèche, le plus gros part bien, ça évitera d'encrasser la ponceuse en fait en faisant ça. Voilà, maintenant je vais pouvoir poncer et comme il y a des irrégularités qui sont quand même pas mal importantes, je vais commencer avec la ponceuse à ruban. Ensuite, un petit coup de ponçage au grain 120 à l'excentrique cette fois. Là, c'est beaucoup plus fin et on fait bien attention à passer partout pour éliminer toutes les petites rayures causées par la ponceuse à bande. Pour l'étape suivante, je vais faire un petit quart de rond et je vais le faire que sur la face avant du bureau. Je ne vais pas le faire sur les côtés ni à l'arrière. Pour l'instant, je vois ça comme ça. Je pourrais peut-être changer d'avis plus tard, c'est pas très grave. Donc pour ça, je vais utiliser cette affleureuse et la particularité du quart de rond, c'est qu'il faut bien régler la hauteur de la fraise. Pour une fraise à chanfrein, si vous réglez mal la hauteur, vous allez juste changer la taille du chanfrein. Pour un quart de rond, si vous n'avez pas la bonne hauteur de quart de rond, vous allez faire un truc pas très joli. Donc pour régler la hauteur de cette fraise, j'y suis allé à tâtons, j'ai utilisé cette pièce de bois. Donc je vais zoomer un peu plus. Je ne sais pas si vous voyez nettement, mais ici il y a un petit rebord. La fraise était trop basse. Donc ça c'est mon premier essai. J'ai remonté ensuite la fraise et je suis arrivé à ce réglage là qui est beaucoup mieux.
Donc là, en théorie, ma fraise, elle est réglée, mais par précaution, je vais quand même commencer par le dessous du bureau. Un petit coup de ponçage et c'est bon. C'est le moment de la finition, je vais appliquer du Rubio sur ce plateau, mais attention, je vais mettre full option. Parce que ce plateau, donc c'est pour un bureau. Sur mon bureau, moi je bois mon café entre autres. Des fois je grignote en faisant le montage, etc. Donc j'ai pas les doigts forcément dénués de gras. Et le Rubio, c'est une huile, donc c'est pas un vernis, ça va pas protéger le bois comme un vernis marin. Donc il y a des produits pour se prémunir de ça, je vais vous montrer ça. D'autre part, le merisier que j'ai utilisé, c'est un bois tannique, comme le châtaignier ou le chêne. Et les bois tanniques, ils ont la mauvaise habitude de faire des taches quand on met soit de l'eau, soit du métal dessus. Donc, je vais aussi me protéger de ça. Et donc, le premier produit que je vais appliquer, c'est une primaire anti-tanin. Ça va éviter les remontées tanniques. Donc, c'est la première chose à faire avant même de mettre le Rubio. Donc, la première étape, c'est d'abord dépoussiérer le bois. D'abord à la brosse, ensuite au chiffon. Et ensuite, j'applique ça. J'en mets aussi sur le hêtre, même si ça sert à rien, parce que le hêtre n'est pas tannique, c'est pas grave. Ça évitera peut-être des traces, j'en sais rien. Et puis on laisse sécher. Une fois que l'anti-tanin est sec, on va passer un petit coup au grain 120 juste pour égrener. Donc là, je vais prendre la ponceuse et je vais la mettre au minimum. Tout doucement. Et je vais caresser le bois, c'est tout. Pas fort et pas longtemps. C'est juste parce qu'en fait, je coupe ça, c'est juste parce qu'en fait, le tanin primeur, il a relevé les fibres et on va leur couper la tête. J'ai oublié la spie. Qui fait plus de bruit que la ponceuse? Voilà, et ensuite, il faut nettoyer le bois. J'utilise du préparateur intérieur ou du cleaner, c'est la même chose. Ce produit il va servir à enlever la poussière qui se trouve dans les pores du bois, ce qui va faciliter la pose du Rubio. C'est pas une option ça. Ça, il faut absolument le mettre dans votre panier quand vous achetez du Rubio, parce que vraiment c'est indispensable. Donc ça s'applique au chiffon. Chiffon blanc, ça évite que ça déteigne. Alors au début, on en met beaucoup parce que ça s'imprègne dans le chiffon, évidemment. Donc le mieux, c'est d'avoir un chiffon qu'on met en boule et qu'on passe autour d'un autre chiffon. Comme ça, le deuxième chiffon, quand il est crade, vous le changez et vous avez toujours votre premier chiffon qui est imbibé, ce qui permet de ne pas avoir à réimbiber un deuxième chiffon et de perdre du produit. J'en ai pas beaucoup à chaque fois, hein. Ça consomme pas tellement.
Et encore une fois, on laisse sécher. Je vais maintenant appliquer le Rubio. Alors ce sera de l'œil plus 2C pur. Alors pourquoi de l'œil plus 2C? Parce que c'est recommandé pour les bois massifs. Je vous passe les détails, j'ai fait des vidéos sur le Rubio. Allez voir par là-bas. Il y en a 2, elles sont assez longues et donc très complètes. Je vais ajouter à l'œil plus 2C de l'accélérateur. Alors le rapport, c'est 3 unités de Rubio pour 1 unité d'accélérateur. L'accélérateur, il va accélérer le séchage. Contrairement à ce qu'on voit partout sur Internet, le Rubio, il est sec au toucher immédiatement, c'est vrai, mais le séchage en tant que tel, lui, il met 5 semaines environ. Avec l'accélérateur, on passe à 5 jours. Concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser tout de suite le bureau. Par contre, il va falloir faire attention à ne pas verser d'eau dessus pendant 5 jours. Il n'y a pas le nettoyer aussi. Donc, je me suis fait un petit doseur. Je vais y mettre 3 doses de Rubio. Et d'abord, il faut bien le mélanger. C'est important. Je me suis fait un petit repère. Je pense qu'il y en aura largement assez. Hop. Et à ça, j'ajoute un quart d'accélérateur. Voilà. Ça sent bon l'huile de lin. Je mélange et ensuite j'ai 4 à 5 heures pour utiliser le produit. Donc ça ne sert à rien d'en faire des litres, hein, sinon on gaspille. Mais quand même, on a bien le temps de l'appliquer. Qu'est-ce que ça sent bon. J'adore. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur, vous. Bon, je suis désolé, j'ai filmé pour rien parce qu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Donc je recommence. Heureusement, le plateau, il a 2 faces. Donc pour pouvoir appliquer le Rubio, je vais utiliser une éponge. Ça suffit largement. On n'a pas besoin de s'embêter à suivre les fibres ou pas. On peut appliquer exactement comme on veut. Il n'y a aucun souci. J'utilise des gants, c'est pas parce que le produit est toxique, c'est parce que les pigments sont très forts et je fais ça par habitude avec Rubio. Je ne suis pas certain qu'il y ait des pigments dans ce produit-là parce que c'est la gamme pure, donc il est normalement transparent, mais on voit que le produit est jaune. Donc je me méfie. Pour appliquer le produit, comme je disais, on y va négligemment. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de contrainte d'application particulière. Sinon que ça ne sert à rien d'en mettre trop, parce que de toute façon, le produit va s'appliquer que sur la cellulose du bois. Et l'excédent, il va rester. Donc, on applique tranquillement. Et 5 minutes après, on passe un chiffon blanc. Alors blanc, c'est pour éviter les problèmes de couleur. Hein, pour enlever l'excédent. C'est tout. En gros, on passe l'éponge sur la table, quoi. Et l'éponge, ensuite, on la met dans l'eau. Parce que ça peut cramer, c'est normal, hein, c'est pas lié au Rubio, c'est lié à l'huile de lin. L'autocombustion, ça peut arriver, même si chez Rubio, les éponges sont ignifugées, mais on ne sait jamais. Voilà, ça fait à peu près 5 minutes, j'ai juste à passer un coup de chiffon, et c'est bon. Il y a quand même pas mal d'excédents. Hein. On n'oublie pas les bords. Je passe aussi dessous au cas où il y a une goutte. Ça serait dommage. Et le chiffon, lui aussi, il finit à la flotte. Dernière étape dans la finition de ce plateau, le métallisant universel ou Universal Maintenance Oil en anglais. Ça, c'est un protecteur supplémentaire. Alors déjà, le plateau, là, il est protégé, mais pas à 100%. Ce truc-là, il est recommandé si vous êtes sujet à des projections d'eau, par exemple, ou à des passages fréquents pour des parquets aussi. Donc là, qui peut le plus, peut le moins. Je vais en mettre là-dessus, parce que de temps en temps, je prends mon café aussi sur le bureau, et j'ai pas envie de le tâcher. Donc je vais le protéger. Pour l'appliquer, c'est exactement comme le Rubio. On en met un tout petit peu. Et là, je dis vraiment un tout petit peu parce que le demi-litre, là, il est donné pour entre 80 et 100 mètres carrés. Donc, c'est vraiment peu qu'il faut en mettre. Si on en met trop, après, on a du mal à l'enlever, il paraît. C'est la première fois que j'en mets, donc j'en sais rien, mais c'est ce que j'ai vu. Et donc, ensuite, avec une éponge, on le répand. Et ensuite, 5 minutes après, avec un chiffon, on enlève l'excédent.
Au début, on en met toujours plus parce que c'est l'éponge qui en profite. Hein. Et ensuite, le chiffon. Alors effectivement, une fois le chiffon imbibé, je fais ça et j'arrive à couvrir toute cette surface. C'est quand même pas mal. Voilà, et on n'oublie pas la petite éponge dans la flotte. Un dernier coup de chiffon qui lui aussi d'ailleurs va finir dans l'eau. Et j'en aurai fini avec ce plateau. Et voilà, le plateau est terminé. Vous l'avez vu en place dans la vidéo où je vous présente le piétement de mon bureau. On peut passer au bilan. Alors, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires dans ce bilan parce que j'ai déjà fait pas mal de remarques et donné pas mal d'astuces au fur et à mesure de la réalisation du plateau. Il faut quand même que je vous donne ma première impression sur la Domino de Festool. Je m'attendais à mieux, clairement. Le résultat que j'ai obtenu est pas top. J'ai des désaffleurs d'1,5 mm par endroit. Et c'est un petit peu décevant, surtout au regard du prix de la machine. Alors, c'était une première utilisation, hein, j'ai compris quelques trucs et à la fin du chantier, j'ai mieux maîtrisé la machine. Bien entendu, je ferai une vidéo dédiée à cette machine après avoir encore fait quelques tests et je vous donnerai les bonnes pratiques si je les découvre. Quoi qu'il en soit, cette machine, elle n'est pas l'outil parfait qu'on voit partout sur YouTube. On peut obtenir un mauvais résultat si on s'y prend mal, comme moi cette fois-ci. Vous m'avez vu gratter la colle sèche, c'est parce que j'ai pas essuyé la colle encore liquide qui a dégouliné après la mise en presse du plateau. Ça, je le faisais avant et je le fais plus depuis pas mal de temps parce que je me suis rendu compte qu'en essuyant la colle, on la répand en un fin film sur le bois et ce film, il se voit pas bien. Donc au moment du ponçage, il est fréquent de ne pas retirer complètement la colle sèche de la surface du bois. Alors vous allez me dire que c'est pas grave puisqu'on voit pas la colle, et c'est vrai, sauf si vous appliquez un produit de finition. Là, vous allez voir les traces et c'est trop tard. Il vaut donc mieux laisser la colle sécher et la gratter après coup. J'ai merdé au collage. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'ai fait 2 boisseaux de planches à encoller en les triant par taille. Et ça, c'est la première erreur. J'aurais dû les classer dans l'ordre du collage. Alors évidemment, dans chaque boisseau, ils étaient classés dans l'ordre du collage. Mais au moment du collage, il a fallu que je choisisse dans un tas plutôt que dans l'autre. Et là, je me suis trompé. Et ensuite, je me suis mis la pression tout seul parce que j'ai voulu faire le collage en une fois, alors que la colle que j'ai utilisée a un temps ouvert très court. Ça, c'était la deuxième erreur. Le temps ouvert, pour rappel, c'est le temps que la colle peut rester sur le bois avant le pressage. Et résultat, malgré que j'ai préparé mon collage, j'avais un chrono à l'esprit qui a pris le pas sur la méthode. Et dès que je me suis rendu compte que j'avais collé les planches dans le désordre, j'ai un petit peu flippé de foirer le collage car rien n'a arrangé à l'affaire. Donc la prochaine fois, pour un collage conséquent comme ça, je choisirai une colle qui a un temps ouvert plus long. D'ailleurs, je prévois une vidéo dédiée aux colles, hein, si ça vous dit. Dites-moi dans les commentaires. Et puis, je me suis aussi mal pris pour le collage. J'ai encollé un côté sur deux, mais pas le bon, ce qui fait qu'à l'emboîtement des planches, j'avais de la colle plein les doigts. J'aurais pu éviter ça. Et donc, je ferai mieux la prochaine fois. L'avantage d'avoir mis de la colle sur le côté du plateau, ça m'a finalement permis d'utiliser la presse frontale pour la première fois avec une grande pièce de bois. J'ai hâte de fabriquer la servante qui va accompagner la presse. Mais il faut d'abord que je termine le tiroir et la porte du placard aussi. Mais ça va venir, ça c'est promis. Pour éliminer le bois collé par erreur sur le flanc du plateau, vous avez vu que j'ai utilisé un rabot et uniquement ça. J'aurais été plus efficace en utilisant d'abord un ciseau à bois pour enlever le plus gros de la matière à retirer et ensuite finir au rabot. Mais j'aime tellement utiliser mes rabots, c'est tellement plaisant, que j'ai utilisé que mon rabot de paume. Bon, je passe sur le ponçage, il n'y a rien de particulier à dire. Hein. Par contre, pour le Rubio, vous avez vu que j'ai utilisé pas mal de produits. Le premier, pour repousser les tanins, c'est une option. Par contre, le préparateur intérieur qui nettoie les pores du bois, lui, il est indispensable. Il prend un peu de temps pour sécher, plus que le Rubio lui-même. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne le voit pas beaucoup dans les vidéos Rubio. C'est normal, Rubio veut mettre en avant la rapidité de pose du produit. Et c'est vrai que la pose est rapide. Vous l'appliquez, vous attendez 5 minutes et vous retirez l'excédent au chiffon. Ça prend quelques minutes, mais il faut ajouter à ce temps l'application du produit de nettoyage et environ 20 minutes de séchage. Ça reste rapide, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Le produit qui permet de gagner du temps, c'est l'accélérateur que j'ai mélangé au Rubio. Le Rubio, il est sec au toucher en quelques minutes, mais il sera complètement sec au bout de 5 semaines en fait. Et avec l'accélérateur, on raccourcit ce temps de séchage à 5 jours. C'est pas mal du tout.
J'ai appliqué un dernier produit qui renforce à la fois la protection contre les projections d'eau et contre l'usure, notamment pour les parquets sur lesquels on marche beaucoup. Ce produit, il est aussi fait pour ça. Et encore une fois, ce produit est une option. Et donc au final, j'ai utilisé 5 produits différents. L'antitanin, le nettoyant, le rubio, son durcisseur et enfin le protecteur. J'aurais aussi pu n'en utiliser que 2, le nettoyant et le rubio, mais je veux garder mon plateau longtemps, donc j'ai mis le paquet sur les options. Au passage, on ne le voit pas forcément sur la vidéo, mais bien entendu, j'ai appliqué tous les produits des 2 côtés du plateau et sur les flancs. Voilà, je pensais avoir fait le tour et rien oublié. Alors comme d'habitude, hein, j'ai été trop long, j'essaye à chaque fois de faire des vidéos plus courtes, mais j'y arrive pas. Je tiens à faire des vidéos complètes, c'est le plus important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai présenté la fabrication de ce plateau dans 2 vidéos. Alors n'hésitez pas à poser vos questions ou simplement faire un petit coucou dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner, surtout si vous regardez régulièrement mes vidéos. Ça soutient vraiment la chaîne, ça va vous prendre 2 secondes et c'est gratuit. Et puis pour voir le plateau en place, vous pouvez déjà aller voir cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Et si vous l'avez déjà vu, filez bricoler. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!